Vous regardez Parlons Cinéma, l'émission qui parle de celles et ceux qui font le cinéma derrière et devant la caméra. Une émission en partenariat avec l'association Les Citoyens du Cinéma et le Cinestar by Caribbean Cinemas. Parlons Cinéma, c'est tout de suite sur Big Easy TV. Et donc, dans Parlons Cinéma, nous recevons Harry Roselmack. Harry Roselmack, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Daniel, je suis ravi d'être là. Voilà, on se tutoie, on se vous Tutoyons-nous. Tutoyons-nous. Faisons comme dans la vie. Faisons comme dans la vie, oui. Le cinéma, on essaye de se rapprocher de ce qui se passe dans la vie ou de fantasmer la vie, mais voilà, faisons comme dans la vie. On fait comme dans la vie. Donc, tu es ici en Guadeloupe pour quelques jours pour présenter ton dernier documentaire qui s'appelle L'État républicain. Un documentaire que tu as écrit et produit avec ta société de production HTO Productions et coproduit avec quelqu'un qu'on connaît tous en Guadeloupe, Brother Jimmy, et sa société de production, Indraline Productions. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on va parler tout à l'heure de comment est né ce projet, l'État républicain, de quoi parle ce documentaire. On parle rapidement de ton parcours. Donc, homme de médias. Tu as touché à tous les supports médiatiques, ou médias en tout cas qui existent. Tu as écrit, tu as commencé par la presse écrite, tu as fait de la radio, tu es auteur de livres, de 4 livres, si j'ai bonne mémoire. Alors de 3, et le 4e est en préparation, il sort en août prochain. Donc la radio, je disais, Média Tropical. C'est ça, hein. Radio Béton. Ouais, Radio Béton avant, ça a été ma première expérience radio, puisque mon père était animateur le dimanche, sur cette radio, qui était une radio périphérique Tourangelle, puisque je suis né à Tours et j'ai grandi à Tours. Et il y avait une émission de radio, de musique antillaise, le dimanche. Je crois que c'était entre 10h et 13h. Et mes premiers flash radio, je les ai faits. J'étais au lycée, j'étais en première, et j'ai proposé à mon père et à l'équipe qui l'a validé de faire des flash infos, parce qu'ils n'avaient pas d'infos, ils avaient beaucoup de musique, des invités, mais pas d'infos. Donc j'ai fait mes premiers flash infos alors que j'étais au lycée dans cette émission sur Radio Béton. Quelle information tu... Alors, l'information des Antilles Guyane. Je récupérais ce qui existait à l'époque en France hexagonale, qui est le France Antilles Hebdo. Donc dans le France Antilles Hebdo, il y avait une sélection d'articles de la semaine sur l'actu Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et je m'aidais de cet hebdomadaire pour faire mon petit flash info dans l'émission de musique antillaise de mon père. Alors, sur le site de Radio Béton, on parle encore de ton émission, il y a ton nom. Ah bon? Oui, 20 ans, 30 ans après. Ouais, non, mais à un moment, on t'érige des statuts partout. Les statuts, ça dure. Voilà. Donc après Radio Béton, Média Tropical. Oui. Donc là, comme on dit, tu montes à Paris. Exactement. Voilà. Donc Média Tropical, pareil aussi, de l'information aussi. De l'information. Alors, la différence quand même, c'est que Radio Béton, je suis lycéen, j'ai déjà cette vocation de journaliste, mais je ne suis pas formé au journalisme, je n'ai pas fait d'études de journalisme. Donc, je fais, après ma terminale, je passe le concours avec succès de l'IUT de journalisme de Tours. Et donc, en 2 années, je suis diplômé de journalisme. C'est à ce moment-là que je postule à Média Tropical et que je commence à travailler, que je commence à exercer ce métier pour lequel je suis formé et que j'ai envie de faire depuis déjà quelques années. Et Média Tropical t'emmène à France Info. Oui, à Radio France dans un premier temps. Oui. Donc je travaille dans les locales de France Bleu pendant 1 an, une petite dizaine de locales. Et ensuite, j'intègre France Inter quelques jours, une quinzaine de jours, puis France Info. Et là encore, c'est aussi un tremplin pour l'émission qui t'a fait connaître dans la France entière, dans l'Europe entière, l'émission qui s'appelle France Europe Express, aux côtés de la reine Christine. Ouais, aux côtés de Christine O'Krent. Après, moi, je ne parle pas de cette notion de tremplin. Je n'aime pas trop cette notion de tremplin parce qu'à chaque fois que je vivais ces choses-là, les différentes étapes, que ce soit Radio Béton, que ce soit Média Tropical, j'ai travaillé aussi en presse quotidienne régionale à Tours, c'était de vraies aventures et vécues comme quelque chose, entre guillemets, d'absolu. Le paradoxe, c'est que je considère que la vie en général, et que la vie professionnelle en particulier, c'est un cheminement. Donc même si j'ai pas forcément, quand je fais quelque chose, la tête à ce que je vais faire après, mais à un moment, je sais que ça va changer, je sais que ça va évoluer parce que je suis comme ça. M'intéressant à la réalité la plus large possible, à savoir l'univers, on va peut-être en parler aussi parce que l'écriture, c'est très important pour moi. Je sais que tout est processus. Tout est processus. Tout ce qui est dans le temps est processus. Et étant des êtres
dans le temps, nous avons cette obligation d'évoluer, plus ou moins, en fonction des personnalités des uns et des autres. Mais moi, j'ai toujours considéré que ma vie professionnelle était un parcours, et donc j'évolue, et y compris le 20h, ça a été un moment de ma vie, et je suis passé à autre chose. Néanmoins, ça n'a jamais été un tremplin. La radio, par exemple, pour moi, c'est un média à part entière. J'adore la radio, et j'aime pas trop l'expression selon laquelle, oui, la radio, c'est très formateur pour la télé. C'est peut-être vrai, mais il y a plein de journalistes qui commencent par la télé et qui ne font pas de radio avant. Donc la radio, c'est en soi un média qui a ses qualités propres, que j'apprécie, moi, pour ce qu'il a justement de singulier par rapport à la télé. Et donc la notion de tremplin, ce n'est pas tellement la mienne, mais effectivement, j'ai eu une évolution qui m'a amené à rencontrer Christine Ockrent. J'étais journaliste à France Info, et France Info était associée à France 3 à l'époque pour cette émission France Europe Express. Et j'ai été, pendant quelques numéros, j'ai dû en faire 2 ou 3, la voix des auditeurs de France Info qui posaient des questions aux invités politiques de l'émission de Christine. 2 ou 3, mais qui ont suffisamment marqué, en tout cas les téléspectateurs et même le milieu professionnel, parce que après cela, c'est le journal de TF1. Avant d'arriver à TF1, quand je quitte France Info, moi, quand j'arrête la radio, en fait, c'est pour rentrer dans le groupe Canal+. Et cette arrivée dans le groupe Canal+, c'est... Avec iTélévision. Avec iTélévision et Canal+, puisque je présentais le journal de la mi-journée dans une émission qui était présentée par Maïtena Birabin à l'époque, qui s'appelait « Nous ne sommes pas des anges ». Mais ce qui a été important dans cette étape de ma vie, c'est que la vie aussi, c'est fait de rencontres, et la vie professionnelle est faite de rencontres, mais j'ai eu une vraie belle rencontre avec Bernard Zecri, qui était à l'époque le patron des rédactions de Canal+, et d'ITélé. C'était un chef de média atypique qui était vraiment super parce que très compétent et très capé, évidemment, mais respectant la liberté de ses journalistes dans un absolu que j'ai rarement retrouvé par la suite. C'est-à-dire qu'il était très peu interventionniste, et quand il intervenait, c'était évidemment très légitime, mais avec Bernard, on avait vraiment la capacité de faire des choix, de poser des intentions et d'aller assez loin dans ses choix et ses intentions sur une chaîne qui est quand même une chaîne nationale, iTélé, Canal+ à l'époque. Je pense qu'il y a moins de liberté aujourd'hui à CNews. J'en avais à iTélé à l'époque. CNews depuis, oui. Exactement. Voilà. Donc il y a cette étape, comme tu disais, iTélévision, le groupe Canal+, et ensuite il y a une autre pression, une autre exposition, qui est le 20h de TF1, comme je disais tout à l'heure, aux côtés de Laurence Ferrari. Donc là, c'est une autre pression, là, tout d'un coup, d'un seul coup. Alors, le JT de TF1, Laurence n'était pas là. Quand je suis arrivé au JT de TF1, moi je suis arrivé au JT de TF1 pour remplacer Patrick Poivre d'Arvor sur ses vacances, donc sur le journal de l'été. Quand j'ai fait mon premier JT le 17 juillet, je crois, 2006, c'était pour remplacer Patrick Poivre d'Arvor au 20h, et ensuite je l'ai remplacé pendant quelques années, peut-être 1 ou 2 ans, avant que effectivement Patrick soit remplacé par Laurence Ferrari, et j'ai été ensuite le joker de Laurence. Mais oui, c'est effectivement une autre dimension, c'est effectivement une autre pression, mais c'est aussi un autre accompagnement. Ce passage n'a pas été pour moi traumatique parce que TF1 est une maison qui connaît les enjeux, évidemment, et qui vous accompagne en conséquence. Donc quand vous arrivez, moi quand je suis arrivé dans cette boîte, je crois que c'est la boîte dans laquelle j'ai été le mieux accueilli, le mieux cocooné, le mieux préparé pour l'antenne. Et donc ça a été finalement quelque chose d'assez soft, d'assez plaisant même. Et c'est vrai qu'aux yeux de beaucoup, je débarquais un peu de nulle part. Mais là, on vient de le rappeler, j'avais un parcours avant de radio, j'avais fait 11 ans de radio, j'avais travaillé 1 an à Canal+ iTélé, donc je ne débarquais pas de nulle part non plus. Et donc le choc qui a été ressenti par beaucoup de gens qui m'ont découvert un soir de juillet 2006 sur TF1, pour moi, c'était une étape importante, comme tu l'as dit, avec une pression supplémentaire. Mais c'était encore une fois ce parcours professionnel qui, de palier en palier, me faisait évoluer et connaître de nouvelles aventures, de nouvelles personnes, de nouveaux défis. Et ça, j'aime bien. Après le JT, une nouvelle expérience, une autre exposition, peut-être un peu plus de responsabilité, on va dire, éditoriale. C'est le magazine 7 à 8, tous les dimanches sur TF1, depuis 17 ans. Depuis 17 ans déjà. Ouais, ça va faire 18 ans, septembre prochain, que je présente cette émission. Alors, en fait, ça a commencé de façon quasi concomitante avec le 20h, parce que je commence le 20h en juillet 2006, et en septembre, à la fin de mon remplacement estival, en septembre 2006, on me propose de co-présenter dans un premier temps
7 à 8 avec Anne-Sophie Lapix, ce qu'on fait pendant 2 ans en duo. Après, Anne-Sophie est partie pour d'autres aventures professionnelles sur Canal+ à l'époque. Et donc, je me retrouve seul à la présentation de 7 à 8, ce que je fais donc depuis maintenant 17 ans. Et alors, c'est 7 à 8 qui donne cette envie de passer à la production, de pouvoir faire ses propres documentaires, d'avoir cette liberté éditoriale sur les sujets. On apprend, tu apprends avec 7 à 8, si je peux me permettre ces expressions, tu apprends avec 7 à 8, comment ça se passe? Ouais, j'allais te dire, justement, alors 7 à 8 n'est pas à l'origine de l'envie. L'envie, elle vient toute seule. Et elle vient plus liée aux immersions, dont on parlera peut-être, parce qu'elles sont hyper importantes pour moi, que de 7 à 8. Mais à 7 à 8, j'apprends. Et qu'est-ce que j'apprends? J'apprends cette narration plus longue que celle du JT, que celle du Hot News. Jusque-là, j'avais été qu'en Hot News. France Info, iTélé, j'ai travaillé aussi à LCI pendant quelques temps, pendant une saison. Le JT, évidemment, tout ça, c'est du Hot News. Oui, c'est de l'actu quotidienne. Une durée de 1h15, 1h30. Voilà. De plus en plus, les JT maintenant font des sujets un peu magazine de 3-4 minutes, mais ça reste de la narration news. Et là, j'apprends les codes de la narration magazine, qui est une narration plus incarnée, où on suit des gens, qui se rapprochent un petit peu, d'ailleurs, plus dans la façon de faire de ce qu'on peut faire au cinéma, parce qu'on incarne beaucoup. On suit des gens, on les suit dans leurs actions, on les suit dans leur vie, et ces actions, leur vie nous éclairent sur la thématique qu'on veut aborder. Mais on n'est pas dans des interviews sèches où les gens sont assis à un bureau, on est vraiment dans l'action avec eux. Et donc, ça me permet effectivement d'intégrer ces codes-là, ce qui sera très utile pour la suite, pour les immersions, et puis ensuite pour mon aventure de producteur. Alors, l'aventure de producteur, donc, elle commence en 2011, la création de HTO Productions. Oui. C'est bien cela? Oui. C'est la bonne date? HTO Productions, que je dise pas de bêtises, HTO Productions, c'est 2013. 2013. 2013. Et avec un documentaire, en tout cas, qui fait partie de la filmographie, dont tout le monde a entendu parler, tout le monde a loué la qualité, un documentaire sur Teddy Riner, qui a été présenté à Cannes. À Cannes, exactement, en 2016. Voilà, en coproduction avec Canal+. Oui, avec Black Dynamite, qui était la société de production, qui est toujours la société de production d'Eric Anzo, qui est un grand producteur, un grand journaliste d'abord, un grand producteur spécialisé dans le sport, longtemps spécialisé dans le sport, et avec lequel on a travaillé sur le grand Teddy. Le film s'appelle Dans l'ombre de Teddy Riner, et on l'a suivi entre les JO de Londres en 2012 et les JO de Rio en 2016. Oui, donc 4 ans à suivre Teddy Riner. Comment ça se passe? Comment on se fait oublier à suivre Teddy Riner qui fait 100 kilos, qui mesure 2 mètres? Comment on se fait oublier avec On se met dans son ombre, comme le nom du film l'indique. Ce qui a été le plus compliqué, et c'est là où j'ai eu une présence un peu déterminante aux côtés d'Eric, c'est d'arracher le morceau, entre guillemets, de production face à de grosses sociétés, puisque tout le monde veut avoir la chance de suivre un champion tel que Teddy sur une Olympiade. Je me rappelle à l'époque, c'était le papa, Moïse, qui gérait, conseiller, mais qui gérait les intérêts de Teddy. Et c'est une discussion avec Teddy, avec son père, avec le clan Riner, qui a fait qu'ils nous ont choisis, ils nous ont fait confiance, je pense avec raison, ils ne l'ont pas regretté. Et voilà, alors après, quand vous êtes pendant 4 ans à suivre une personnalité et un athlète comme Teddy, c'est des rendez-vous qui se calent. Vous n'êtes pas là en permanence derrière ses basques. Vous calez en fonction des moments forts. Sur une Olympiade, pour un sportif, il y a des moments forts, des moments plus tranquilles, où on peut aussi aller chercher des choses, parce que vous allez chercher de la matière familiale. Je me rappelle être venu à la Guadeloupe, au Lamentin, dans une réunion familiale chez la famille du papa de Teddy, pour aller saisir aussi des moments de vie intime et comprendre comment Teddy vient chercher de la puissance, vient chercher de la force au pays. Voilà. En 2017, tu écris et réalises un film de fiction qui sera présenté au Chelsea Film Festival et qui reçoit un prix d'ailleurs. Ouais. Un film qui s'appelle Fracture. Un film qui s'appelle Fracture. Absolument, une aventure professionnelle absolument incroyable, qui est sans doute la plus compliquée, a priori, parce que j'arrive au pied du mont Everest et je me dis, je vais le monter avec mes gars, avec ma team, avec mon équipe. Et une aventure absolument formidable. Un film alors que, au départ, j'écris. Avec mon coproducteur, on se dit, il y a quelque chose, il faut qu'on fasse ce film. Et ayant développé l'écriture, je me dis, je suis pas réalisateur, hein.
Et à l'époque, je pensais même pas à réaliser un film, mais je me dis, le film, je l'ai dans la tête. Je pense que le principal pour un réalisateur, c'est d'avoir la vision. Alors évidemment, il doit avoir de la technique, mais pour ça, il y a une équipe. Tu as un premier assistant, tu as un second assistant, tu as des gens qui sont autour de toi. Mais ayant la vision de ce film, ayant quand même l'expérience de l'immersion dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui pour moi est sur TF1, l'expérience professionnelle qui correspond le plus à ma vocation de journaliste, aller à la rencontre des gens, essayer de les comprendre. On a fait 12 documentaires d'une heure et demie, avec des temps de tournage long. Quand on dit long en télé, c'est plusieurs semaines de tournage. Et avec, au montage, 6 semaines de montage, où on était vraiment là sur du travail de long métrage, télé, mais long métrage. Et à chaque fois, comme pour 7 à 8, comme à chaque fois, tu te nourris de ces expériences. Et ça fait que j'arrive sur ce film avec quand même un certain nombre de notions fortes, éprouvées en plus par le fait de le faire. Ce n'est pas des choses que j'ai apprises sur les bancs de la fac, c'est des choses que j'ai faites. Et là, je me dis, avec mon copro, on se dit, bon bah vas-y, faut que tu le réalises. Et je décide donc de réaliser ce film Fracture. On part en Bulgarie pour le tourner. J'ai adoré diriger les comédiens, on avait vraiment une très très belle équipe. Et ce film, même si c'est un premier film indépendant, donc évidemment qu'il a plein d'imperfections, et c'est peut-être ce qui fait aussi son charme, en tout cas à mes yeux, c'est une aventure incroyable, et le film au final ressemble à ce que j'avais dans la tête en l'écrivant, et l'exploitation a été plus compliquée, il n'y a pas eu d'exploitation commerciale à proprement parler, parce que j'avais pas de distributeur, on est parti un peu comme des fous dans cette histoire. Est-ce qu'on apprend de ses erreurs? Je ne sais pas, parce qu'avec Jimmy, on a refait un schéma qui est un petit peu similaire sur l'État républicain. Il y a quand même quelques différences, et j'espère qu'on aura là la capacité de l'exploiter comme il le faut. Mais c'est vrai que ce film, ça a été une catastrophe financière pour ma société, pour moi personnellement, parce que j'ai beaucoup investi, mais je ne regrette pas une seconde, parce que j'ai énormément appris, j'ai énormément vibré. Et le fait d'aller aux États-Unis avec l'équipe, on était une dizaine, de recevoir un prix à New York dans ce festival, de monter les marches à Cannes en 2018 avec toute l'équipe dans le cadre du festival, parce qu'on avait été sélectionné dans une compétition satellite du festival de Cannes. Voilà. Et tout ça restera gravé à jamais. Non, c'est un processus, comme tu disais tout à l'heure. Donc, on part de Radio Béton, Presse écrite, Média Tropical, France Orange Express. Bon, j'ai sauté les étapes, mais c'est un processus qui permet d'arriver aujourd'hui à un film documentaire donc, que tu es venu présenter en Guadeloupe dans le cadre du FEMI et qui s'appelle L'État républicain et dont on va voir la bande-annonce. Bande-annonce. Les images ont tout changé dans ma tête. C'était... Je ne comprends pas ce qui se passe à ce moment-là pour que cette violence inouïe et soudaine nous claque comme ça en plein visage. Ils ont brisé le cou de mon frère. Et puis ça a été l'effroi, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'était effroyable. C'est pas la procédure. Ce n'est pas cela, l'ordre. C'est d'ailleurs tout le contraire de l'ordre, c'est du désordre. La panique, la perte de sang-froid, la perte de maîtrise. Ma plainte est refusée. Moi, j'ai eu l'impression que c'était des signaux de fumée, en fait, où ils se protègent les uns les autres. On a des images de vidéosurveillance qui montrent qu'il a violenté Claude. On a des rapports médicaux qui montrent que ces gestes ont provoqué la rupture de ses cervicales. Ce pendant son service. Et aujourd'hui, cet homme-là est promu. Il n'y a pas de respect. Et quand je vois que c'est la loi même qui nous tue et qui n'arrive pas à nous contrôler, et c'est pas juste. On leur donne un véritable permis de tuer. Et c'est juste affolant pour la République. En Guadeloupe, la justice est au service d'un pouvoir politique que nous ne maîtrisons pas. Ce message-là a déjà été donné à plusieurs reprises au peuple de la Guadeloupe. Faites vos affaires, nous faisons les nôtres. Voilà, donc on vient de voir la bande-annonce de ton dernier documentaire que tu as écrit et produit par HTO Productions et coproduit par Indraline Productions qui s'appelle L'État républicain. Donc c'est un documentaire extraordinaire, je dirais, dans sa conception et dans ce qu'il propose, parce qu'en fait tu as choisi de t'intéresser
aux violences policières, en tout cas des histoires, à partir de l'affaire Claude Jean-Pierre, qui est décédé lors d'un contrôle de gendarmerie en décembre 2020. Donc tu as décidé de raconter les violences policières, en tout cas en Guadeloupe. Ça fait partie de ma vocation, ça fait partie de mon rôle. Les journalistes sont là, et souvent on nous le reproche, parce qu'on nous dit souvent, oui, dans les JT, dans les émissions, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais le rôle du journaliste, il est essentiellement de pointer des dysfonctionnements. Faire un sujet sur un train qui part à l'heure et qui arrive à l'heure, vous le diffusez, ça n'intéresse personne, et c'est normal que ça n'intéresse personne. L'information, par définition, c'est quelque chose qui sort de la norme, qui souvent dysfonctionne. Ça peut sortir de la norme par le succès, c'est pour ça qu'il y a des infos sportives, où tu as des athlètes qui font des exploits, c'est évidemment de l'information, mais il y a toute une partie de l'information qui est de l'ordre du dysfonctionnement, et nous, on est un peu programmés, depuis qu'on fait nos études, pour être sensible au dysfonctionnement. Et c'est vrai que quand je suis amené à connaître cette affaire Claude Jean-Pierre, par le biais de Fatia Alcabelar, la fille de Claude Jean-Pierre et de son compagnon Christophe Sinan, eh bien, évidemment, je détecte tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils t'ont contacté à quelle période à peu près? Parce qu'on rappelle que Claude Jean-Pierre, c'était fin 2020. Fin 2020, oui. Mais je pense qu'ils me contactent à peu près un peu moins d'un an après la mort de Claude Jean-Pierre. À un moment où l'affaire commence un peu à sortir, enfin, elle est très peu sortie au national, mais il y a eu un moment quand les images de vidéosurveillance ont été publiées, il y a eu quelques médias qui s'y sont intéressés au niveau national, notamment Le Monde et Le Parisien, oui, et c'est à ce moment-là où moi je les rencontre dans le cadre de 7 à 8 pour voir ce qu'il est possible de faire. On fait le constat, on en parle avec la rédaction en chef de 7 à 8, mais comme je le disais tout à l'heure, pour 7 à 8, pour faire un sujet 7 à 8, il faut de la séquence. 7 à 8, on fait très peu d'interviews posées. Il faut qu'il se passe des choses. Il faut qu'on ait des gens, il faut qu'il y ait des procédures en cours, il faut qu'on les accompagne au tribunal, il faut qu'on vive des choses. Et à ce moment-là, sur le plan de la procédure, il ne se passe rien. Donc on ne peut pas faire un sujet 7 à 8. Et donc les semaines passent et je me dis, plus le temps passe, je me dis que ce n'est pas normal que cette affaire reste dans une forme d'ombre médiatique. Et je me dis, voilà, en plus je vois les actions menées par Fatia, par Christophe, je vois cette énergie qu'ils ont, je suis évidemment touché à plusieurs titres, mais cette fibre journalistique qui est de dénoncer des injustices, elle me titille. Je me rends compte, on est en plein Black Lives Matter, qu'on parle de George Floyd partout, et que dans le même temps, on est incapable de voir ce qui se passe sur un territoire français, en Guadeloupe. Et je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est là où, voilà, je me dis, il faut que j'y aille. J'appelle très vite Brother Jimmy, qui me dit, OK, allons-y, c'est parti. Et puis voilà, et puis on part dans cette aventure. Vous connaissiez déjà parce que vous avez fait un bureau. Alors, on n'avait pas vraiment travaillé ensemble. On n'avait pas travaillé ensemble, mais on s'était rencontrés à plusieurs reprises. Et j'étais notamment allé voir la projection de son film sur Décimus, Pierre-Édouard Décimus. J'étais allé voir son film sur Pierre-Édouard Décimus et on avait beaucoup échangé à ce moment-là. Donc je savais qu'il était opérationnel et qu'il savait faire des films et qu'il connaissait surtout les équipes, les bons professionnels, dont un certain Daniel Landu, que je ne connaissais pas à l'époque, mais qui connaissait les bons professionnels pour tourner à la Guadeloupe, ici en Guadeloupe, sur le territoire guadeloupéen, un film qui soit un film de qualité et qui décrive cette réalité-là. Alors, comment se prend la prise de décision? Comment on choisit l'angle? Comment se mènent les discussions pour pouvoir obtenir ce film, comme je disais, qui est assez extraordinaire sur sa forme et justement sur le fond, parce que ce n'est pas que l'affaire... parce qu'en fait, en venant en Guadeloupe, tu te rends compte qu'il n'y a pas que l'affaire Claude Jean-Pierre, en fait, qui est problématique. Il y a d'autres affaires similaires dont on n'a pas parlé ou dont on ne parle pas. Donc comment se prend la prise de décision voilà. On décide d'abord de raconter le plus factuellement possible l'affaire Claude Jean-Pierre. Pour ça, il nous faut des témoignages. Donc pour ça, il nous faut des proches. Il nous faut des témoins de l'interpellation du 21 novembre. Donc ça, c'est tout un travail que Jimmy et Naïsa Ripon, qui est aussi une journaliste d'ici, mènent pour qu'on ait de la matière
pour raconter factuellement les choses. Parce que moi, ce que je trouve le plus fort, ce qui est toujours le plus fort, alors même si évidemment on y ajoute de l'émotion et qui rajoute une touche importante, mais ce qui est toujours plus fort, c'est le factuel. Et dans cette affaire, le factuel, il est puissant. Parce qu'on a des témoins et on a surtout des images de vidéosurveillance qui sont sorties, qu'un média a publié quelques mois auparavant, qui ont été reprises notamment 2021. par M6. Ouais. Ça a été diffusé par le média et ensuite par M6. Et ensuite par M6. Et donc on a ces images qui sont saisissantes et qui nous donnent une première base pour raconter les choses de la façon la plus factuelle possible, en les comparant évidemment aux décisions qui sont prises dans le cadre de l'instruction, et où on voit tout de suite que ça ne concorde pas, que ça ne marche pas, ça ne matche pas. Le procureur avait demandé un non-lieu. Le procureur demande un non-lieu. Et donc, on se dit, bon, déjà là, on a des éléments concrets qui permettent de raconter quelque chose de puissant. Et effectivement, l'idée, c'est de savoir est-ce que c'est une affaire terrible, mais isolée, ou est-ce que c'est une affaire terrible qui a des précédents. Et on se rend très vite compte qu'il y a des précédents dont on n'imaginait pas les similitudes, parce que je ne m'étais jamais plongé dans le détail des procédures, mais on décide très vite donc de s'intéresser à ces antécédents et on voit très vite, en posant des questions dans le studio, où on était tous les 3, tous les 4, on se rend très vite compte qu'il y a des choses qui sont très semblables et qui finissent par poser la question du système. Est-ce que finalement, c'est un système qui fonctionne comme ça, ou est-ce que ce sont des personnes qui dysfonctionnent, ou est-ce que c'est un système qui dysfonctionne? Et la récurrence à 40 ans d'intervalle, entre l'affaire Charles-Henri Salin en 85 et l'affaire Claude Jean-Pierre en 2020, on se dit qu'il y a quelque chose qui tient quand même à des dysfonctionnements récurrents d'un système. Et l'affaire Didier Assor en 2017, schizophrène tué de 8 balles par la gendarmerie. Rappelle l'affaire Ronicelli 7 ans plus tard, ouais. à Goyave, en janvier dernier. Donc il y a effectivement des choses qui sont de l'ordre d'un problème systémique. Alors, comme tu disais, il y a un travail d'enquête qui a été fait sur le terrain par Brother Jimmy et Naïsa Ripon. C'était vraiment la difficulté pour obtenir les témoignages. Oui, parce que avoir l'impression qu'on témoigne, non pas pour dire la vérité, mais avoir l'impression qu'on témoigne contre la gendarmerie, ça fait peur, évidemment. Parce qu'on fantasme sans doute en grande partie des mesures de rétorsion, des problèmes derrière. Et donc, il a fallu effectivement avoir des enquêteurs pugnaces, convaincants, au taquet, pour pouvoir avoir ces témoignages. Mais c'est vrai qu'on a tous été aidés, ils ont été aidés dans leur mission aussi par ce désir profond du peuple guadeloupéen, et encore plus des proches de Claude Jean-Pierre, d'obtenir la justice, d'aller vers la vérité. Et cette pulsion-là, évidemment, elle annihile en partie les peurs qu'on peut avoir pour sa situation personnelle en ayant l'impression de combattre un système. Alors, le film a été projeté dans le cadre du FEMI. Après le film, il y a eu un mini-débat organisé où le public et les familles ont pu s'exprimer et échanger autour du film. Et visiblement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les gens étaient contents, en tout cas, de parler, de s'exprimer sur cette réalité qui vivent les violences de gendarmes, où la justice ne donne pas suite. C'est important de faire ce débat après le film. Oui, je pense que ce qui est important déjà, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas dans du fantasme. Parce que les gens qui dénoncent des violences policières et qui dénoncent un système qui protège ensuite les auteurs de ces violences policières, on va très vite leur dire « vous êtes dans un délire, votre côté militant l'emporte sur la réalité, ça n'est pas la vérité ». Et donc, déjà, de voir ce film et de mettre des choses factuelles, des choses qui sont appuyées par des images qui ne mentent pas, eh bien, je pense que ça fait du bien déjà. Ça se dit, je ne suis pas dans un délire, je ne suis pas parano. Ça existe bel et bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui libère déjà. Ça libère d'un poids et je pense que ça libère aussi l'envie que ça change, évidemment. Parce que là, on n'a plus de doute. C'est plus nous qui fantasmons une situation. Cette situation, elle s'appuie sur des choses qui sont réelles. Et effectivement, c'est ce qu'on a ressenti hier soir, cette idée que ce film n'est qu'une étape et que cette étape, elle va aller vers, on l'espère, une évolution de la situation. Mais moi, je pense que de façon très générale,
quand on décrit le monde, quand on écrit le monde, quand on pense le monde, on change le monde. Moi, je suis persuadé, parce que l'une de mes marottes qui prend de plus en plus de place, sera peut-être le prochain step d'ailleurs de ma vie professionnelle et de ma carrière, c'est d'écrire sur des sujets de métaphysique, sur l'être, sur la réalité. Et moi, je suis un partisan de la pensée créatrice. Je pense que la pensée permet de changer le monde, parce que c'est la pensée qui déjà guide les actes. Je pense que c'est la pensée qui aussi crée les opportunités. Et le fait de décrire le monde, eh bien, ça permet de le changer. Et donc, le travail qu'on a fait, nous, qui est de décrire une situation, de décrire une réalité, ça va permettre d'impacter cette réalité. Et j'espère que ce sera dans le bon sens, et j'espère que ce sera rapide, et j'espère qu'il n'y aura pas, entre-temps, d'autres dérapages comme cela. Alors, tu parles de décrire le monde, mais tu décris aussi ce système avec un titre qui interroge, qui questionne, qui s'appelle, le titre du film, c'est « L'État républignal ». Donc, il y a une espèce de contraction, de jeu de mots. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi républignal? Républignal, parce que pour moi, il n'y a pas de doute. On est en République, et on est en République française. La Guadeloupe est un département français, donc de la République française. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Sauf qu'en l'occurrence, on voit que c'est une République qui ne fonctionne pas comme elle devrait. Et que sa terminaison, on a le République, mais la terminaison, elle n'y est pas, parce que ça ne marche pas comme il faut. Et donc, changer cette terminaison en allant chercher une autre terminaison qui correspond à l'histoire aussi de la Guadeloupe, puisque c'est certes un département, mais ça a été une colonie, la Guadeloupe, dans son histoire. Et donc, de se dire qu'il y a peut-être encore des relents de ce passé-là dans la façon dont le système, sur certains aspects, fonctionne aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut argumenter. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça faisait un titre qui fonctionnait bien et qui disait des choses qui correspondent à ce qu'on montre dans ce film, tout simplement. Et ce film de la vie du public, qu'on a entendu, qu'on a écouté après la projection, ce film constitue aujourd'hui un avant, il y a un avant et un après ce film. Parce que les témoignages qu'on n'entendait pas... Ça, c'est plus mon rôle. Oui. C'est plus notre rôle à nous. Nous, on a fait le film. Après, évidemment qu'on espère, encore une fois, qu'en décrivant une réalité, cette réalité s'améliore. Mais ça ne peut être qu'un espoir. Ça, après, c'est plus entre nos mains. Et je pense même qu'il y a peut-être un aggiornamento à faire du côté des institutions qui ne font pas cet effort parce qu'on ne leur met pas cette réalité de dysfonctionnement en face des yeux. Là, rien que le fait qu'eux le voient aussi, parce qu'évidemment, il va être vu ce film dans les institutions concernées, ça peut les amener aussi à évoluer d'elles-mêmes. L'idée, c'est pas forcément... Moi, comme je le dis depuis le début, l'univers évolue, je pense qu'il faut qu'on évolue, mais moi, je suis pour l'évolution harmonieuse. L'univers, il évolue de façon harmonieuse. Depuis 14 milliards d'années, attention, je vais rentrer dans un truc, bref. Mais le fonctionnement de l'univers, c'est un fonctionnement d'évolution harmonieuse. Et je pense que nous devons tendre, en tant que produit de l'évolution de l'univers, puisque l'univers, son information a évolué à partir du Big Bang, d'une singularité, jusqu'à des systèmes de plus en plus complexes, dont nous sommes. Donc, nous faisons partie de ce processus univers. Je pense que nous avons aussi intérêt à évoluer de façon harmonieuse pour continuer cette méthode qui est fructueuse et qui fonctionne. Donc moi, je ne suis pas pour la révolution. Je suis pour l'évolution harmonieuse. Et moi, si je devais avoir un souhait profond, c'est que ces évolutions qui sont indispensables, elles se fassent de concert entre les institutions concernées et le peuple qui, de toute façon, doit veiller à ce que les choses changent. Ce serait dommage d'en arriver à une confrontation, c'est parfois nécessaire. L'histoire de France a connu des révolutions, l'histoire de la Guadeloupe a connu des révolutions, mais c'est pas la meilleure méthode à mon avis, parce que c'est une méthode qui crée de la disharmonie, qui crée de la violence, qui parfois enlève des vies, et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on arrive à une forme d'éthique qui correspond à ce que clame notre République. On peut pas être dans un pays où on nous parle d'égalité, de fraternité et de liberté, et d'avoir des institutions qui sont soi-disant garantes de ce triptyque républicain, mais qui fonctionnent comme elles fonctionnent là, en Guadeloupe. Ça, c'est pas possible. Donc il faut que les choses changent, et ces choses-là, j'espère qu'elles changeront
de la façon la moins violente possible et la moins révolutionnaire possible. Après, la façon est secondaire. Ce qu'il faut, c'est que ça change, parce que ça ne peut pas rester comme ça. Donc après, c'est aux différents acteurs de décider comment ça va changer. Alors tu parles d'évolution, il y a une évolution aussi dans l'approche de la production de ce film, parce que tu vas lancer une plateforme, ou tu as lancé une plateforme qui va permettre au plus grand nombre, en tout cas peut-être aux jeunes générations qui sont avides de ce type de consommation, on va dire, que sont les plateformes, de pouvoir voir ce film. Exactement. On a créé une plateforme dédiée qui s'appelle l'étatrepublignal.com sur Internet. Et via cette plateforme, payante, 5 €, toute personne peut voir ce film. Mais j'ai envie de casser un petit peu cette idée qu'il n'y a que les jeunes qui pourront aller voir ce film. Moi, j'invite, évidemment, tout le monde ne sait pas manipuler les ordinateurs, tout le monde n'a pas accès à Internet, mais moi, j'invite les plus jeunes qui ont accès à Internet à faire du transgénérationnel. L'avantage, c'est que pour 5 €, vous pouvez être 10 à regarder le film. Il peut y avoir le petit-fils, les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines. Ça nous est égal. On espère qu'il y aura le plus de téléchargements possible du film, néanmoins, ou de streaming du film. Néanmoins, ce qui est important, c'est que le film soit vu le plus largement possible. Donc moi, j'invite les familles à se rassembler autour d'un écran le plus grand possible et de regarder ce film en famille afin que les personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec Internet puissent aussi voir le film et après, on en discute autour d'un bon repas en famille. Mais est-ce que c'était une stratégie de production établie dès le départ ou c'est quelque chose qui s'est affiné au fur et à mesure du fait de contacter les diffuseurs qui ne sont pas forcément réceptifs à l'idée de diffuser un tel film qui remet en cause les institutions? Comment c'est vraiment la recherche de nouvelles ouvertures qui permet de développer ces stratégies de production? Le départ de la production de ce film s'est fait sans stratégie. La priorité, c'était de raconter ces histoires, c'était de décrire cette situation. Il y a déjà une urgence. On ne s'est même pas posé la question. Si, bien sûr qu'on se l'est posé. Je me suis tout de suite dit, si je fais un dossier en disant je veux raconter ça et que je l'envoie à un tel, ça va mettre au minimum 6 mois, au pire plusieurs années, le film ne se fera pas dans les temps impartis. Il y avait une urgence. L'affaire Claude Jean-Pierre, c'est une affaire qui bouge, qui évolue, qui n'est pas terminée. L'instruction n'est pas terminée. Donc, il fallait aller vite dans la fabrication de ce film et vite dans sa diffusion après fabrication. Donc, finalement, ce constat qu'on a fait s'imposait presque, de se dire, et il y a des diffuseurs intéressés, donc il ne faut pas dire que le film ne sera pas diffusé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il le sera. Et peut-être qu'il le sera alors que l'affaire aura évolué et qu'il faudra qu'on retourne 2-3 petites choses pour mettre le film à jour. Mais là, dans cette urgence de diffusion, dans cette urgence de prise de conscience, dans cette urgence aussi qui va permettre peut-être de faire évoluer le cours de cette affaire Claude Jean-Pierre, qui sait? Eh bien, il fallait trouver le moyen de le diffuser le plus vite possible et le plus largement possible. Et c'est ce que permet le digital. Le digital, il permet aussi de trouver de nouveaux modèles pour que des producteurs indépendants comme nous, on puisse faire des films sans contraintes, si ce n'est nos contraintes éthiques et professionnelles, et qui soient ensuite proposé au public de la façon la plus large possible. Donc c'est un petit peu un test. Ouais. C'est un peu un test. C'est un test pour nous. C'est un test aussi pour la population guadeloupéenne, mais aussi pour toute la population ultramarine qui se trouve dans les départements d'outre-mer, en France hexagonale, et plus largement pour toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions de justice, d'équité, de violence systémique et de violence policière. C'est un test pour tous ces gens-là en leur disant, voilà, nous on fait un film sans grande contrainte de diffuseur. Maintenant, on vous le propose, saisissez-vous-en. Et c'est effectivement aussi le nombre de personnes qui vont visionner ce film, qui vont en faire la force, qui vont en faire l'impact, et qui vont peut-être permettre ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir qu'il impacte vraiment la réalité qui est décrite et qu'il l'améliore. Mais c'est ce que souhaite, en tout cas, c'est le souhait de l'avocate de la famille, Maître Bernier, qui dit que ce film, aujourd'hui, est un outil qui va permettre de poursuivre l'instruction et peut-être même demander la mise en examen des gendarmes. Alors ça, c'est pas l'intention au départ, on n'est pas là, on fait pas un film pour qu'il serve d'outil à une partie ou pour une autre. Maintenant, je peux pas dire que je serais mari de voir effectivement que ce film a un impact positif sur la suite de cette affaire et de la situation en général sur ce plan bien particulier du rapport
entre les forces de l'ordre et la population, et aussi des rapports entre la justice et ce genre d'affaires de violence policière. De toute façon, le film, il ne t'appartient plus, il est diffusé. Le film, il ne nous appartient plus maintenant, il appartient aux gens. Merci pour ce partage d'expérience, ce partage de réflexion et de connaissances. Et merci encore pour ce formidable documentaire, L'État républicain, qui est disponible donc sur une plateforme. Sur la plateforme l'étatrépublicain.com. Et en tapant Claude Jean-Pierre sur n'importe quel moteur de recherche, vous arriverez sur la plateforme. Merci Harry Roselmack. Merci Daniel. Merci beaucoup. C'était Parlons Cinéma, l'émission qui parle de celles et ceux qui font le cinéma devant et derrière la caméra. Une émission en partenariat avec l'association Les Citoyens du Cinéma et le Cinestar by Caribbean Cinema. Retrouvez l'actualité cinématographique sur le site du Cinestar. À très vite sur Bigidi TV.